On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Ariane Blais-Lacombe se demande si ça prend un diplôme pour être parent. Émilie Frémont-Cloutier analyse un récent mouvement social féministe et Laurence Godin-Tremblay revient sur ses expériences de camp d'été. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très paternel James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine, ben oui, je suis un papa. T'es un papa. T'as un diplôme, toi? C'est la fête des pères aussi ce mois-ci. Ah oui, c'est vrai, le mois de juin. Hein? C'est la fête que tout le monde oublie. Non, mes enfants, ils n'oublient pas de me donner des beaux bricolages. On les salue, allô. Toi, est-ce que tu reçois des bricolages, petit papa? En général, ils vont plus à maman. Ah. Je m'en plains pas. Je suis seul à rire. OK, merci de m'aider. Ben, vous devriez être contents. Antoine, ils vont plus au recyclage. Si c'est toutes des mères, là, ils devraient être contents. C'est drôle parce que les dernières semaines, on avait des émissions plutôt masculines. Là, on était des fois 4-5 hommes autour de la table. Puis là, on reçoit 3 chroniqueuses. C'est le fun. Vous avez eu une plainte ou... Aussi. les quotas, tout ça. Hey, non, ça nous fait vraiment plaisir. C'est un add-on, il faut le souligner. Ça donne de même. Vous n'êtes même pas concertés pour venir à l'émission en même temps cette semaine. On reçoit Ariane Blais-Lacombe. Salut Ariane. Salut Antoine. Tu parles de parentalité. Ben oui, moi je me tiens dans les sujets très féminins. Là. C'est mon dada, là, la vie de maman, l'éducation des enfants et tout ça. Fait qu'on va vous laisser jaser de choses de madame entre madame. Nous, ça ne nous concerne pas on vraiment. On a plein d'affaires à dire là-dessus, nous autres aussi. Ben oui. Ben, je pense que oui. C'est clair. On a très hâte de t'entendre. Ça va être en tout début d'émission. Ariane, merci d'être là. Bonjour Émilie. Bonjour Antoine. Émilie Frémont-Cloutier, toi, t'as une petite fibre militante, hein, je pense. Ben oui, c'est ça. Je travaille dans le milieu communautaire impliqué depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Donc, oui, effectivement. Et c'est un peu de ça dont tu nous parles aujourd'hui? Oui, ben c'est ça. C'est aussi en lien avec ma vie personnelle. En fait, j'étais en recherche d'une place en garderie. Donc, je me suis vraiment intéressée, identifiée au mouvement ma place au travail. Donc, je vais en parler aujourd'hui avec plaisir. À suivre en milieu d'émission. Merci, Émilie. Et Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Bonjour. Une chronique sur l'humour encore aujourd'hui? Non, mais non, une chronique sérieuse. En fait, je vais revenir sur une chronique de Valérie là, qui a parlé du travail étudiant en essayant de proposer que, selon moi, le meilleur travail étudiant, c'est les camps de vacances. Sans équivoque. Pas de doute. Au top 1. Et je vais m'appuyer sur la pensée d'Aristote pour le démontrer. Aristote qui a semble-t-il, travaillé dans des camps de vacances dans sa jeunesse. Là. Certains exégètes le pensent. À suivre en fin d'émission. Merci, Laurence. S'il y a une chose naturelle, peut-être l'une des plus naturelles au monde, c'est d'élever des enfants et de prendre des petits hommes et d'en faire des grands bonhommes, des petites femmes et d'en faire des grandes bonnes femmes. Hein? Mais nombre de parents semblent complètement désemparés, démunis devant la tâche. La chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe s'est penchée sur le phénomène pour tenter d'en découvrir la source et peut-être même l'issue. Ariane, bonjour. Allô? C'est à se demander des fois s'il ne faut pas devenir une sorte de scientifique là, de la parentalité avant de devenir parent. C'est quelque chose que tu as constaté autour de toi dernièrement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai constaté. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Ah oui? Oui. Moi, en fait, je pensais à ça tantôt, puis ça fait maintenant 6 ans que je suis plongée dans le monde de la parentalité parce qu'en fait, dès que j'ai vu un petit plus sur le test de grossesse, je suis tout de suite allée m'informer. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux pas manger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce que les livres, les guides, les études disent? Donc, ça commence vraiment dès qu'on apprend qu'on est enceinte. On se demande, on va chercher de l'information, des sources d'autorité finalement externes à nous pour savoir comment élever notre enfant. Puis donc, j'ai navigué là-dedans beaucoup, puis je vois ça encore aujourd'hui. Puis on dirait que je prends de plus en plus
conscience au fil des années des effets que ça va avoir chez les parents, des effets positifs, mais aussi des effets qui sont plus négatifs ou mitigés. Puis là, aujourd'hui, tu as 3 petits plus. Oui, j'ai 3 enfants nés, là, pas 3 plus sur un test. Je pensais que tu venais d'annoncer qu'elle attendait des triplets, quelque chose comme ça. C'est ça, non. Passer de 3 à 6, tout d'un coup. Alors, mais c'est ça, c'est intéressant, Ariane, parce que, bon, évidemment, les avancées, la science évolue, on apprend plein de choses sur la psychologie, sur la nutrition, c'est toutes des bonnes affaires. Et c'est un gain pour les parents, mais il y a comme un revers de la médaille où ça peut être une épée à 2 tranchants. C'est ce que tu soulèves aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est bénéfique, tu sais, que la science s'intéresse à la grossesse, l'accouchement, le soin des petits bébés, puis l'éducation des enfants plus vieux aussi. Donc, c'est sûr que... par exemple, on veut que les médecins qui font des recommandations se fient vraiment aux données probantes, aux études les plus récentes, aussi les éducatrices en garderie ou encore les intervenants sociaux auprès des parents. Mais en tant que parents, quand on est confronté à toutes ces sources d'informations-là, la première chose que ça vient nous faire, je pense que c'est d'abord une remise en question. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on va vers ces sources d'informations-là? C'est ce que ça sous-entend pour nous, c'est que finalement, on n'est pas vraiment capable par nous-mêmes, par instinct ou par observation ou par tradition de savoir comment s'occuper de notre enfant. Il faut qu'on aille chercher des sources d'informations externes, des sources d'informations scientifiques le plus possible. Puis donc, de tout ça revient finalement une grosse remise en question là, de nos capacités parentales. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui va rester beaucoup avec nous puis qui va être assez négatif là, finalement là, quand tu viens à vraiment douter de tes capacités parentales. Ça peut être très angoissant parce qu'après, une fois qu'on s'intéresse, tu sais, des livres pour enfants, des livres pour enfants, il y en a beaucoup, mais des livres sur les enfants aussi, il y en a des tonnes, il y en a qui sortent chaque année. Donc, face à cette quantité d'informations-là, ça devient vraiment très confusant rapidement. Puis surtout, et des fois avec des méthodes contradictoires qui sont proposées. Exactement, c'est ça. C'est que ça va dans tous les sens. Est-ce que je dois laisser pleurer mon bébé? Est-ce que je dois pas le laisser pleurer? Est-ce qu'il faut que je le chicane ou que je le chicane pas, que je le porte, que je le promène en poussette? Un peu, mais pas trop. Un peu, mais pas trop. Entre 5 et 7. C'est ça. Donc, on devient rapidement très confuse. Puis là, on peut se dire, je vais avoir un esprit un peu cartésien. Tu sais, je vais essayer de peser le pour et le contre, le plus, le moins. Mais c'est que ça demande finalement des connaissances scientifiques qu'on n'a pas en tant que parent. Tu sais, moi, je suis diplômée en sciences politiques. J'ai pas un diplôme en nutrition. Ça peut être utile quand même pour négocier avec les terroristes. Ça peut être utile, mais reste que quand on n'est pas capable nous-mêmes d'évaluer la méthode d'échantillonnage, la technique employée ou encore la capacité de l'étude à être répandue à une population plus large, tout ça, ça fait aussi qu'on en vient à finalement déléguer une certaine partie de nos choix parentaux aux experts parce que finalement, si nous-mêmes, on n'est pas capable de comprendre la science, ce qui est tout à fait normal, soit dit en passant, on va finir par s'en remettre à d'autres personnes, les médecins en premier lieu, mais aussi des psychoéducateurs, puis tout ça. Puis je suis pas contre le fait qu'on se réfère à des experts sur certains sujets, mais reste que après, ça fait qu'on se retrouve un peu démunis face à certaines situations, puis on en vient à avoir de la difficulté à prendre des décisions au quotidien ou les expliquer à nos proches, les justifier, tout ça, quand on a besoin, par exemple, d'expliquer à notre belle-mère qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, tout ça. Si on en vient vraiment à douter de nos capacités, à plus être capable vraiment de faire nos choix nous-mêmes, ça devient vraiment très, très problématique, là, très nuisible aussi pour notre estime de nous-mêmes en tant que parents pour naviguer dans ce monde-là. Là. C'est clair. J'ai comme l'impression que, de manière générale, on irait voir des spécialistes quand il y a des problèmes. Mais là, c'est comme aujourd'hui, tout devient potentiellement un problème, puis on se demande s'il n'y a pas moyen de faire toutes les choses autrement que ce qu'on pense spontanément, ou je sais pas. Puis chaque nouvelle découverte devient un peu comme un « il faut faire ça ». Puis ça met beaucoup de pression, ça, je l'impression. Oui, exactement. Tu sors plusieurs éléments importants. Là. Un premier, c'est aussi que j'ai l'impression qu'il y a une certaine rupture dans la tradition puis la transmission des connaissances des mères aux filles, des pères aux fils aussi. Mais c'est surtout que, en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se blâme nous-mêmes, disons, la génération des jeunes mamans, parce que c'est un processus qui a été commencé il y a longtemps. Tu sais, des manuels pour... D'abord, c'était des manuels plus pour médecins, pour infirmières, mais c'est rapidement... Les mères sont rapidement devenues les destinataires des manuels, des guides, comment élever votre enfant. Ça remonte au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Ça fait que, en un sens, c'est normal, tu sais, des fois qu'on ne veuille pas se fier
à nos mères, nos grands-mères, parce qu'elles-mêmes se fiaient pas nécessairement à leur propre mère et grand-mère, mais aux médecins qui... puis comme la science aussi évolue tout le temps, mais c'est sûr qu'il y a une époque, on pensait que la formule, c'est incroyable, c'est la meilleure chose au monde. Puis là, on vient de dire, ah non, c'est plus l'allaitement. Fait que, tu sais, quand ma grand-mère me dit, ah, ben, tu sais, moi, à 1 an, mon médecin m'a dit d'arrêter d'allaiter puis de donner de la purée aux pommes à mon bébé. Puis là, je suis comme, ben, ouais, maintenant, la nourriture, ils disent plus d'attente. Fait que c'est sûr que, comme on est déjà... Ça fait plusieurs générations qu'on a brisé l'idée qu'il y a une manière culturelle ou traditionnelle ou familiale de s'occuper des enfants, puis qu'on s'en remet toujours aux experts, à la science, puis que la science évolue. Ça fait aussi qu'on ne peut plus nécessairement se fier à nos ancêtres. Là, il y a eu une époque où on mettait le bébé dans une espèce de landau, là, dans la voiture sans l'attacher. Ça a évolué, ces choses-là. Mais reste que ça ne s'applique pas nécessairement à tout. Pour tout ce qui est des questions de la discipline, des fois, on peut avoir des éclairages intéressants ou juste la question de dormir sur le dos versus sur le ventre. Maintenant, il faut dormir sur le dos parce que ça réduit les risques de mort subite du nourrisson. Mais c'est vrai que les bébés ils dorment mieux sur le ventre. Puis, il y a des situations où si t'es tellement crevé que tu peux faire le choix de coucher ton enfant sur le ventre, puis ça fait pas de toi une mauvaise mère. Tu mets pas dans assumer les conséquences, Ariane. Mais rapport au risque a évolué. Je vois tes consoeurs opiner pas mal depuis le début de ta chronique. Ariane, tu permets que je les... Avec plaisir. Je leur passe le micro. Émilie, tu reçois ça comment? Est-ce que tu entends là? Bien, je reçois... Moi, c'est ce que j'expérimente, là, mais ce que je trouve qui est particulièrement marquant, puis James l'a nommé, c'est que tout est ramené à une problématique. C'est comme si toutes les dimensions du fait d'élever un enfant allaient comme être évaluées comme un problème. Puis, tu sais, moi, mon bébé a eu un suivi médical, tu sais, à quelques jours de sa naissance. Donc, j'ai vraiment apprécié avoir ce soutien-là. Mais par ailleurs, que tout soit médicalisé. Puis, tu sais, quand je vais chez le médecin ou différents spécialistes, j'ai toujours l'impression qu'il doit y avoir une analyse. Bon, est-ce que votre enfant est normal? Est-ce que dans votre développement, il est rendu là où il devrait Est-ce qu'il rentre dans les protocoles et les chartes? Mais tu sais, moi, je me dis, mais non, tu sais, en autant que, tu sais, il ait l'air en forme, tu sais, qu'il ait la vitalité, qu'il mange bien, qu'il soit souriant, pas trop souvent malade, mais il me semble que ça va, là. Je trouve que, tu sais... En tout cas. Ouais, c'est très, très juste que tu soulignes là. Puis s'ensuit une espèce de culpabilité ou de responsabilisation individuelle si jamais on coche pas toutes les cases ou si l'enfant... c'est quelque chose que tu as observé aussi, Ariane? On se questionnait à quel point la science soulève... c'est quoi les effets que ça donne sur les parents? C'est ça. C'est aussi qu'après, c'est sûr que d'être confronté à plusieurs informations, ça peut être bénéfique parce que quand on parle de choix informés, il y a la notion d'information. Donc, des fois, c'est bon de savoir que ma mère a fait telle chose, mon ami fait telle chose, les recommandations sont les telles, on a observé des choses, donc je vais faire les choix. Mais c'est qu'après, il reste qu'on fait des choix par rapport à notre situation. Puis comme la science, c'est des fois que j'ai l'impression que souvent, les résultats des études, c'est assez univoque. Là. Telle chose est meilleure pour telle raison ou telle chose a telle conséquence ou tel risque grave. Puis là, des fois, on fait un choix par rapport à notre situation. On va prendre l'exemple des écrans. Les recommandations, c'est vraiment 0 écran avant 6 ans. Bon, je ne sais pas qui dans sa maison n'a aucun écran puis est capable de complètement éviter que ses enfants en voient. Mais reste que quand on fait face à cette recommandation-là, puis qu'on se dit, j'ai besoin de préparer le souper. Là. Il faut que mes enfants soient hors de mes jambes, parce que moi, quand je prépare le souper, j'ai un enfant entre mes jambes, puis un enfant à droite de ma jambe, puis un autre enfant à gauche de ma jambe. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il faut que je prépare le souper, mais tu sais, reste que, même si tu as fait un choix éclairé en fonction de ta situation, tu as toujours la voix en arrière qui dit, au final, je donne peut-être pas le meilleur à mon enfant. Je suis pas capable de donner le meilleur à mon enfant. Puis ça vient, là, ça nous travaille intérieurement. C'est peut-être pas une si bonne mère. C'est ça. Puis c'est aussi que ça peut amener, tu sais, des fois, des jugements entre mères, parce que on va voir certaines choses, mais tu sais, on n'a pas tout le background de la personne. Tu sais, on sait pas c'est quoi toute sa situation qui l'amène à mener quelque chose qu'on va peut-être se dire, tu sais, sans se dire, c'est une mauvaise mère. Tu sais, moi, personnellement, je me dis jamais c'est une mauvaise mère, tu sais, cette mère-là, mais comme, tu sais, est-ce que... c'est spécial. C'est spécial. Il y aurait peut-être moyen de faire mieux.
peut-être qu'elle n'a pas lu ce livre-là, elle, tu sais. Mais reste qu'on ne sait pas la situation au complet. Puis, tu sais, sûrement que dans cette situation, je ferais la même chose. Tu sais, chaque mère fait de son mieux, là, finalement. Laurence, t'es une mauvaise mère, toi? Ah ben, j'allais dire deux choses. Là. Moi, je pensais régler pour les soupers avec les fameuses tours d'observation, là, mais mon fils, il veut se pitcher par-dessus, fait que finalement, c'est pas tellement une solution. Mais moi, j'allais dire, tu sais, je suis un peu... Je l'avais écrit, là, j'avais écrit un texte, 2 philosophes et un bébé. Là, mon mari et moi, on est assez paresseux là, sur tout ce qui est lire les revues scientifiques, tout ça, puis je me souviens... Bon, toi, tu disais, tu sais, j'ai eu un résultat positif, je me suis mise à lire tout ça. J'ai tout lu, là, tu sais. Moi, je suis plus du genre, mon médecin me demande t'es à combien de semaines? Je dis, je sais pas, c'est ta job. C'est à peu près 6 mois, là, 6 mois et demi, je sais plus. Puis, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est pas tant de suivre la science que de spotter du monde, dire c'est du bon monde, puis je vais faire comme eux. Mais je me souviens en particulier, un de mes profs de philo qui a eu 8 enfants. Fait que, je me disais, un prof de philo, il a eu 8 enfants. M'avait donné un conseil que j'arrivais pas à appliquer, mais le problème après, c'est que je dis à Pierre-Luc, là, c'est parce que je m'occupe de mon fils, puis j'entends juste la voix de mon prof de philo dans ma tête, puis je sais plus je suis qui, je sais plus comment faire, je sais plus, tu sais, je me sentais aliénée, là, j'entendais juste la voix d'un vieux prof de philo en arrière, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis ça, je pense que c'est un problème à un moment donné que tu suis plus ta conscience, puis ça peut se produire dans d'autres domaines. Là. Je pense que dans la vie religieuse, ça se produit aussi. Tu sais, qu'on veut être un bon croyant, puis à un moment donné, on sait même plus comment prier, on sait même plus comment faire, parce que l'autre prie comme ça, puis on se dit ça serait peut-être mieux. Bref, tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est le principe de s'aliéner qui est dangereux en grande partie. Il y a des injonctions qui viennent de partout, finalement. Oui, c'est ça. Puis tu t'as dit, je savais plus qui je suis, c'est que la science est partout dans nos vies. On reçoit justement des injonctions partout, mais notre vie de prière, notre vie de parents, ça vient vraiment nous définir fondamentalement. Là. C'est pour ça que c'est très pervasif. Là, en un sens, ça peut être envahissant comme passé, puis c'est pour ça que je trouvais que c'est intéressant. Qu'on n'oublie pas, dans le fond, c'est pas mauvais de se rappeler que si Dieu nous a confié ces enfants-là, c'est que c'est nous les meilleurs parents pour lui, en tout cas. Exactement. Je pense que tous les parents ont des compétences de base pour s'occuper d'un enfant, puis que on a tous une certaine forme d'instinct, puis qu'il y a des choses que c'est vrai que telle chose va réduire le risque de ci, de ça, mais au final, est-ce qu'on met nos enfants en danger tant que ça? D'un côté, on pourrait dire non, pas vraiment, puis de l'autre côté, on pourrait dire oui, totalement. Tout ce qu'on fait va mener à des traumatismes à nos enfants, puis plutôt que faire des ré, on devrait faire des régimes pour thérapie plus tard. Là, hey, belle conclusion. Oui, c'est ça. Mais mets tes sous de côté tout de suite pour les traumatismes de tes enfants, James. Je sens qu'il va en avoir plusieurs. Ah oui. Ah oui. Ariane Blais-Lacombe, chroniqueuse pour On n'est pas du monde. Merci beaucoup pour ton analyse. On se dit à la prochaine saison. Ça fait plaisir. Youhou! Restez à l'écoute. Au retour, on parle avec Émilie d'une insulte assez inusitée lancée ce printemps à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas peur de les nuages qui viennent de l'Ontario. Oh, 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 oh. Oh, oh. Je les trouve bizarres quand même d'être pointus de même. Mais voyons donc, y'a pas personne dans la place. Y'a pas personne dans la vie, y'a pas personne qui réalise que ça fait depuis les 70s qu'il a pas mangé de fucking cerises. J'aurais tellement, tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. J'aurais tellement, tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. Je suis jaloux des flots qui savent confondre le bruit des trains puis des éclairs au bon moment de la journée. À la grandeur des territoires sauvages de dépanneurs puis qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de peu d'importance. De peu d'importance.
J'aurais tellement, tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. J'aurais tellement, tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. J'aurais tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Chalet du groupe Comment de bord. C'est une suggestion d'Ariane. Oui, vraiment, je faisais le lien avec la chronique parce que le refrain, c'est « J'aurais tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. » Puis je me dis qu'au final, peu importe ce qu'on donne pas à nos enfants, c'est ce qu'ils vont vouloir qu'on leur aurait donné. C'est bon, c'est très bon lien. Merci Ariane. Les mouvements sociaux Ma place au travail et Mères au front ont récemment fait les manchettes, notamment autour de la fête des mères en mai dernier. Émilie Frémont-Cloutier signait d'ailleurs un texte dans nos pages dernièrement sur le sujet. C'était intitulé « Une icône de bonté au Parlement ». Salut Émilie. Salut Antoine. On va revenir sur ton texte un peu plus tard dans la chronique, mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête sur les revendications de ces mouvements-là, Ma place au travail et Mères au front. On a vaguement entendu parler, il y a eu des manifestations. Qu'est-ce qu'elles réclament? Bien, ça, Ma place au travail, je peux dire que ça a été fondé dans le contexte, en fait, actuel. Là, ça a été fondé le 17 mars 2021, puis c'est en réponse à la pénurie de places en garderie qui a vraiment partout au Québec. Donc, puis pour mettre en lumière aussi la défaillance là, du guichet unique Ma place 05. Donc, c'est vraiment orienté vers ça, mais aussi sensibiliser, faire connaître toutes les difficultés que peuvent vivre les parents actuellement qui recherchent une place en garderie, puis tous les impacts que ça peut avoir dans leur vie, puis leur vie professionnelle, entre autres, puis majoritairement pour des femmes. Là. Parce que si les parents cherchent une place, parce qu'il n'y en a pas. C'est ça, ouais. Tout à fait. Très fort. Très peu, en fait. Juste pour dissiper une confusion, Ma place au travail, c'est pas pour dire que la place de la femme, c'est nécessairement au travail. Là. C'est pas une version inversée de la place des femmes, c'est d'un chaudron. Puis, non, c'est ça. En fait, dans les revendications, on peut voir que c'est ça, c'est pour toutes celles qui en ont besoin et puis le désir de pouvoir avoir une place de qualité en CPE. Puis là, je fais du pouce sur ma chronique, là, mais je pense que dans toute l'histoire de ce mouvement-là, puis la dynamique avec le gouvernement, je pense qu'il y a une dévalorisation du travail majoritairement féminin, puis je dirais incluant là, les tâches plus traditionnellement féminines dans la société. Donc, mais le nom vient aussi, je pense, du fait que le site sur lequel tu inscris ton enfant, c'est Ma place, c'est ça? La place 05. La place 05, oui. Je pense qu'il y a comme un jeu de mots au sens où on ne trouve pas de place dans la place 05. Fait que... Puis, en ce qui concerne Mères au front, en fait, c'est un regroupement là, de mères qui veulent protéger comme leurs enfants face à la crise climatique. Donc, il y a plein de groupes régionaux puis, qui font des actions en lien avec ça. Là, la protection du futur, la protection environnementale, parce qu'il y a une inquiétude pour le futur de leurs enfants. Puis, en fait, la marche là, dont tu parlais en mai du pain et des forêts, il y a à la fois comme Ma place au travail et Mères au front qui sont alliés. Puis, c'est dire ces deux volets comme de notre inquiétude pour l'avenir de nos enfants. On s'inquiète de l'avenir pour nos enfants parce qu'ils n'ont pas une place équitable à des places en CPE ou des places en garderie de qualité. Puis on s'inquiète pour l'avenir de nos enfants parce que l'environnement se détériore. Donc, c'était comme un peu le point de jonction entre ces deux groupes. C'est pas les femmes au chaudron, c'est les mères au front avec leur chaudron. C'est pour faire du bruit. Ah, là. OK. Là, Comme le printemps arabe. Ouais, j'avais peur d'où tu t'en allais avec ça. Oui, comme c'est ça. Fait que ils peuvent être dans leur chaudron, mais en les apportant aux manifs. Très bien. Émilie Frémont-Cloutier, tu signais un peu plus tôt là, ce mois-ci, en fait le mois passé. Tu fais
des gestes. Dans ça, je t'ai imité ta réaction, tu sais. Voyons, James. Tu signais un texte chez nous qui s'intitulait une icône de bonté au Parlement. Ça fait référence à une insulte qui a été lancée dans le Salon Bleu. Peux-tu nous raconter ça? Ben, oui, en fait, c'est suite à une allocution, en fait, de Christine Labrie, là, qui est la députée de Sherbrooke, là, en fait, qui se portait, en fait, à la défense, du moins, ma place au travail, qui était présent pour son premier anniversaire, donc en date du 17 mars 2022 à l'Assemblée nationale. Notamment, c'est dans le cadre du projet de loi 1, là, qui est comme la refonte là, du système de garderie au Québec. Puis, en fait, ce elle se portait à la défense particulièrement là, d'une de leurs demandes dans le cadre d'un mémoire déposé pour ce projet de loi-là, qui était de fournir une aide d'urgence, en fait, aux familles qui n'arrivent pas à trouver de place en garderie. Puis bon, quand elle s'est portée à la défense puis amené cette demande-là, ben le ministre Legault, en fait, alors qu'il croyait que les micros étaient fermés, il a dit « Mère Teresa ». Sur un ton là, condescendant, adressé là, à Christine Labrie. Alors, c'était intéressant de voir une figure de la foi catholique comme ça apparaître dans les débats. Il avait ajouté « prier pour nous », je pense, ou non? Mère Teresa, prier pour nous. Oui, c'est ça. C'est ça, on ne l'a pas entendu. Non, mais c'est drôle qu'on veuille insulter quelqu'un en la traitant de Mère Teresa, mais finalement, ce que ça démontrait, Émilie, j'imagine, c'est que c'est qu'il y en avait qui défendaient des personnes plus vulnérables, hein, c'est ça? Oui, mais d'ailleurs, Christine Labrie a dit, dans le fond, moi, ça me dérange pas d'être associée à cette figure-là, parce que finalement, c'est une figure que j'admire, parce qu'elle s'est portée à la défense de personnes qui sont en situation de précarité, de vulnérabilité. Donc, finalement, je m'associe à cette personne-là, ce qui est assez intéressant. Puis même, le mouvement en tant que tel, la place au travail, rétorqué sur les réseaux sociaux, en nous associant à cette icône-là de la bonté, c'est nous qui le méprisaient. Donc, je me dis, coudonc, inconsciemment, ils sont quasiment en train de reprendre là, le passage d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Tu sais, je trouve que cet épisode-là aussi a démontré comment, je dirais, de la foi catholique puis son héritage est comme ancré dans la culture, même inconsciemment. Là, puis, tu sais, dans les mouvements sociaux, notamment, ça pop, tu sais, d'une façon ou d'une autre, assez régulièrement, finalement. Émilie, tu as choisi ce sujet de chronique-là, c'est pas par hasard, là, c'est parce que tu l'évoquais un peu, tu as toi-même traversé ce parcours de la combattante et c'est pas réglé, je pense, encore. Là. Trouver une place. Non, de fait, c'est réglé en ce moment, mais bon, je suis peut-être témoigner que, parce que de fait, il y a plein de gens dans mon entourage de femmes, ça demeure un combat, donc peut-être pour ça que tu as associé ça, mais en fait, tu sais, je dirais, on est quand même dans une place non subventionnée. Donc ça, tu sais, oui, il peut y avoir une part de combat avec ça, parce que ça demeure assez dispendieux, mais on a eu la chance de trouver une bonne place proche de notre domicile, en fait. Mais tu sais, ça n'a pas été simple, tu sais. Comme on parle du fait que la place 05, en fait, fonctionne pas très bien. Je pense, mon bébé, j'étais enceinte de 3 mois, puis je me suis inscrite sur le guichet, puis vraiment aucune réponse. Puis c'est quand même débuté. Tu sais, quand mon bébé avait à peine 2 mois, tu sais, j'ai commencé les téléphones après téléphone, puis c'est au mois de novembre que ça a débouché. Donc, c'est quand même... ça demande quand même, tu sais, beaucoup de détermination et beaucoup de temps, tu sais, dans une période dont tu voudrais profiter, finalement. Puis de la patience. Congé de maternité. Oui, de la Ariane, patience puis aussi. Laurence, oui. Oui, ben ça me fait penser que, tu sais, peu importe qu'on ait de place ou pas, on peut vraiment s'identifier puis, tu sais, embarquer avec ce mouvement-là, ma place au travail, parce que parallèlement aux places, il y a aussi toute la question de la qualité des services, puis du fait que s'il n'y a pas assez de place, on n'a pas non plus de choix. Souvent, quand on trouve une place, on la prend, on est bien content. Mais après ça, la qualité des services n'est pas toujours là. Puis de faire aussi la balance entre, oui, le nombre de femmes qui veulent aller travailler aussi, mais les places disponibles qui sont liées à la dévalorisation de la profession. Puis ils sont aussi beaucoup pour ça, pour que le fait qu'être éducatrice, ça soit bien reconnu, ça soit bien payé, puis qu'il y ait des bonnes conditions de travail pour ces personnes-là. Donc, tu sais, indépendamment, là, tu sais, même en étant mère à la maison, je pense qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de bien dans ce mouvement-là. Puis, tu sais, qu'en tant que société, c'est quelque chose qu'on veut, que les gens qui veulent travailler aient un endroit sécuritaire, éducationnel pour leurs enfants, tu sais, pendant qu'eux sont au travail. Oui, puis d'ailleurs, ils ont des revendications, c'est effectivement qu'il y a une bonne qualité, mais aussi
ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la société, des étudiants étrangers ou des demandeurs d'asile, actuellement, les demandeurs d'asile depuis 4 ans n'ont pas accès à des garderies subventionnées. Là. Donc, leur revendication, c'est très large. Là. Puis c'est pour... ils veulent aussi un prolongement du congé de maternité jusqu'à 18 mois, là, des prestations possibles. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de toutes les femmes. Oui, mais là, la science, elle dit quoi là, sur envoyer ses enfants à garderie? Non. Laurence? Non, mais j'avais pas de commentaire comme tel. Okay. Là, Je te voyais faire des signes. Moi, j'ai une question, par contre. C'est sûr, je vais faire un peu l'avocat du diable. À quel point c'est le rôle de l'État de fournir ces services-là? C'est-à-dire que c'est parce qu'on a décidé collectivement que c'est ça. Dans le fond, le problème vient pas tant... du fait qu'il n'y ait pas de place, que du fait qu'il y ait une promesse qui n'est pas remplie. On a, comme société, dit qu'on donnerait un accès à tous à ces services-là, puis finalement, c'est pas plus ou moins vrai. Il est là le problème, Émilie, selon toi, ou ailleurs? Ben pour moi, je vois, en tout cas, quand on nomme État, je pense qu'il y a peut-être un problème qui est là présentement dans la manière dont se positionne l'État par rapport à la société. Là. Mais je trouve que les places en garderie, c'est une question de solidarité. Puis, pourquoi? Parce que, en fait, il y a des personnes... Je peux répondre. Oui, c'est que il y a plein de situations dans la société. Il y a des mères monoparentales. De ne pas avoir ce service-là, ça met comme beaucoup de femmes dans une situation vraiment précaire ou devoir retourner à l'aide sociale. Puis aussi, ça demande à plusieurs femmes de mettre sur pause des études, de mettre sur pause une carrière. Puis avec la hausse du coût de la vie, en fait, c'est juste, ça met juste plusieurs familles dans une situation complètement impossible là, sur le plan financier. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, en tout cas, moi, je suis d'avis que garantir une place en garderie pour tout le monde, c'est important. Bon, de la façon que c'est fait, ça, on peut en discuter, là, mais moi, je pense, en tout cas, le centre, je dirais, la question, c'est de dire, mais quel État, Peut-être que l'État tel qu'il est présentement n'est pas comme tout à fait ce qu'on peut souhaiter comme société, là, aussi. Donc, Ariane? Oui. Mais c'est que dans un État-providence, si on veut une société moindrement égalitaire, il faut que toutes les familles puissent avoir accès à des services de garde de qualité et abordables, parce que les garderies privées, là, maintenant, là, probablement, ils ont beaucoup augmenté depuis 2 ans à cause que c'est plus rare puis tout coûte plus cher. C'est rendu que ça coûte à peu près 60$ par jour. Là. Je veux dire, c'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre là. Puis, tu sais, personnellement, pour avoir vécu aux États-Unis aussi, là, je l'ai vu, là, je veux dire, des garderies, ça coûte super cher. Là. Puis, je veux dire, c'est vrai que ça coûte cher à faire rouler. Fait que c'est normal que, tu sais, les parents payent un certain prix. C'est quand même quelqu'un qui s'occupe de tes enfants, mais c'est qu'après ça, ça fait retomber des inégalités épouvantables. Puis, tu sais, pourquoi est-ce qu'on se dit le secondaire, c'est gratuit, l'école primaire, c'est gratuit, mais non, quand ton enfant a moins de 6 ans, il faut que tu payes 60$ par jour pour que quelqu'un s'occupe de lui, alors qu'on sait que, tu sais, il y a déjà une visée éducationnelle dès la garderie. Personnellement, je ne suis pas si fervente du fait qu'on commence à apprendre l'alphabet dès 3 ans. Là. Je pense que c'est surtout pour s'amuser puis avoir un milieu sécuritaire, puis, tu sais, pour s'épanouir minimalement. Mais je veux dire, c'est vraiment... Il me semble que ça fait partie de notre projet de société, là, puis que ça s'inscrit en ligne droite avec tout ça. Là. Je parlais à quelqu'un l'autre fois, 75$ par jour. Ah oui, des garderies Montessori. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Quand il y a des projets éducatifs particuliers, tu sais, ce qu'on peut vouloir aussi quand on a une réflexion sur la nationalisation du réseau privé, là, entre autres, tu sais, c'est sûr que tout comme dans les écoles primaires et secondaires, il y a des écoles privées, des fois, qui ont des vocations particulières. Je pense que pour les garderies, c'est intéressant de le préserver, mais autrement, non. Pourquoi est-ce qu'on paierait aussi cher? Émilie? Puis c'est ça, je pense, en tant que tel, ce qui est intéressant dans le mouvement de la place au travail, c'est que tu vois un gouvernement, donc l'État actuel, qui pousse les parents ou chacun pour soi à la compétition pour les garderies pour trouver un quart de vacances, un camp de jour, pour faire du pouce sur ta chronique, Laurence. Puis, tu sais, la réaction de ce mouvement-là, puis moi, ce que j'ai aimé voir, mais c'est de se mettre ensemble, de dire, bien, on vit une injustice commune, puis d'être solidaire, de dire, bien, on veut un projet de société. On veut pas juste comme... Se battre les uns contre les autres pour trouver une place. Oui, puis d'être dans une sorte de société qui est seulement axée sur le clientélisme, l'individualisme. On veut plus que ça comme société. Tu sais, on n'est pas juste plein d'individus amalgamés. On est une communauté.
Émilie Frémont-Cloutier, chroniqueuse pour Le Verbe Média, merci beaucoup de ce tour d'horizon d'une problématique assez large et d'une analyse du mouvement social autour de Ma place au travail et Mère au front. On peut lire ton texte « Une icône de bonté au Parlement ». C'est paru dernièrement sur Le Verbe. Merci, Émilie. Ben, merci. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Laurence aura pour nous plein d'anecdotes cocasses de camps de vacances. Demain ça ira mieux. Alléluia. Demain il fera beau. Alléluia. Le soleil sur ta peau. Alléluia, l'amour te retrouvera. Alléluia, le printemps dans la voie. Alléluia, demain tu seras grand. Alléluia, ta beauté nonchalante. Alléluia, tu feras ce que tu veux. Oh, alléluia, le soleil dans les yeux. Alléluia, demain tu seras belle. Alléluia, ton regard vers le ciel. Alléluia, demain tu seras parti. Alléluia, le début d'une nouvelle vie. Alléluia, demain tu seras. Demain tu seras. Demain il fera beau. Alléluia, le soleil sur ta peau. Alléluia, l'amour te retrouvera. Alléluia, demain ça ira mieux. Alléluia, demain ça ira mieux. Alléluia, alléluia. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson « Demain, il fera beau » d'Étienne Copé. Plus tôt cette saison, on discutait à ce micro du travail des ados. Vraisemblablement, ça a ravivé tout plein de souvenirs à Laurence Godin-Tremblay, au point où elle a voulu en rajouter, faire du pouce sur la chronique de sa consoeur Valérie. Salut Laurence. Salut Antoine. Toi, t'es plutôt d'accord avec ce qui s'est dit ici il y a quelques semaines, là? C'est-à-dire que le travail des ados pendant les études prend des proportions tellement importantes là, que, ben oui, ça nuit aux études, mais aussi les inconvénients finissent par dépasser les bénéfices du travail. Oui,
Oui, moi, je suis contente que Valérie en ait parlé parce que c'est un sujet qui me préoccupe puis que je voulais aborder. Là. Les grands esprits se rencontrent, là, je pense. Nous, on a toujours des chroniques de quelqu'un qui réagit à la chronique de quelqu'un aussi, d'autre. oui, c'est ça. C'est du bon matériel. Ah, c'est ouais. facile de répondre. Mais j'avais trouvé sa chronique super intéressante. Puis moi, j'ai été frappée, c'est ça, parce que quand j'étais en Italie, là, si tu trouvais pas ça un adolescent là, ou à l'épicerie ou des choses comme ça, puis quand je suis revenue, ça m'a vraiment frappée. Aussi, pendant la pandémie, je me souviens, un ado là, au IGA, il se promenait avec ses écouteurs. Puis là, je dis, excusez, où là? Ah non, t'es en pause, t'as tes écouteurs? Non, je travaille. Puis là, il mangeait une compote de pommes en même temps que me répondre, mais tu sais, il était sa job, là. Fait que c'est frappant de voir qu'il y a autant d'adolescents qui travaillent. Puis Valérie, elle a dit c'est un problème parce que ça nuit aux études, aux activités parascolaires. Puis si je l'ai bien comprise, elle a dit aussi ça introduit un esprit de consommation. Puis ça, c'est vrai, là. Moi, j'ai travaillé au garage, là, la boutique de linge. Ah oui? Puis je me souviens qu'on avait Tu changeais pas des pneus, là. Tu vendais des guenilles. Je vendais des guenilles. Okay, c'est bon. En fait, moi, j'ai jamais été vendeuse. Là. Je suis la seule de l'histoire du garage qui n'a jamais été promue à vendeuse. Là. J'étais juste dans le... Mais c'est ça que tu comptais l'autre fois qu'ils t'ont renvoyé parce que tu... c'est McDo qui m'a renvoyé aussi. Mais les deux m'ont renvoyé dans tous les cas. Là. McDo, c'est parce que je souriais pas assez, des affaires de même. Ouais, c'est bête. Je peux aller travailler quelquefois, là, je sais pas. Mais je me souviens, c'est ça, tu sais, et au McDo et au garage, les gens dépensaient la moitié de leur paye dans la marchandise. Là. C'est-à-dire, les filles, là, tu sais, les finances, c'était 50 % de leur argent allait dans le linge. C'est paradoxal, d'autant que mon père voulait que je travaille, je me souviens quand j'étais jeune, en disant ça va t'apprendre la valeur de l'argent. Mais je disais, ouais, mais tu sais, les filles finalement avec qui je travaille, ils n'ont plus d'argent à la fin, ils se sont achetés des guenilles. On l'a-tu entendu, cet argument-là? Oui, Valérie a dit ça à peu près, là, c'est ça. Mais moi, je voulais pousser plus loin. Oh, excusez-moi, le micro. Je voulais pousser plus loin, mais attention au matériel. Ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais pousser plus loin encore et dire que c'est vraiment très mauvais, le travail pour les adolescents. Parce que ça les empêche d'apprendre la vie libre et d'apprendre à vivre dans le loisir. Mais toi, là, j'entends la paresseuse là, en toi là, qui crie là, « Je ne veux pas travailler ». C'est ça que mes parents diraient, là, à 29 ans encore aux études. Mais, justement, je pensais de même. Une paresseuse pense de même. Moi, je pensais de même ado. Là, la meilleure job que j'avais trouvée dans ma tête, c'était à la maison Kidman. C'est que je surveillais... C'est une maison qu'on fait tirer là, dans le stationnement des Galeries de la Capitale. C'est que je surveillais une maison vide. Puis dans ma tête, j'avais trouvé le travail, parce que c'était le travail, je disais, il n'y a pas de différence entre être en pause puis au travail. Fait que ça, là, vraiment, j'ai scoré avec ce travail-là. Est-ce que tu souriais assez? Ou... Non, je souriais pas. Puis je me souviens que j'étais tellement paresseuse que les gens me disaient c'est fait en quoi, ce comptoir-là? Puis je disais il y a un dépliant là-bas. Moi, c'est pas ma job de savoir c'est fait en quoi, les meubles, puis tout ça. Là. Mais Laurence, tu penses pas que les ados ont pas besoin d'apprendre le loisir, que ça vient comme naturellement? C'est ça que je veux. C'est là où je veux en venir. C'est que j'avais en partie raison. Puis je vais continuer de défendre dans ma chronique qu'il faut trouver aux adolescents un travail dans lequel ils ne travaillent pas. Mais j'avais tort au sens où pas travailler, ça veut pas dire envoyer les ados dans l'oisivité, la paresse, etc. Ce que je vivais quand j'étais adolescente, pour moi, le best, arrêter de chez nous, prendre des substances dont j'avais pas le droit, là, puis faire à peu près rien. Mais c'est pas ça qu'on veut pour nos ados. On veut pas qu'ils fassent rien. Fait que là, je dis, j'ai comme un discours contradictoire. On dirait que je dis, envoyez-les pas travailler, mais faites-leur pas faire rien. Faut faire une distinction ici, Laurence, en bonne philosophe que tu es. Je suis sûr que tu vas nous aider entre le loisir, le divertissement et l'oisiveté. C'est pas la même chose, ces affaires-là. Le loisir, le divertissement et le travail, c'est ça? Ouais, ou le travail, peu importe. Là. Vas-y. Oui, t'es bon, on dirait que t'as lu là-dessus. Exactement, là, c'est ça. Quand je dis loisir, je pense vraiment à scolé en grec, là, qui est pas n'importe quoi, qui est pas écouter la télévision, qui est pas... Le loisir, pour Aristote, c'est ça qui a donné le mot scolaire, là. Fait que l'école, c'est du loisir, là, en ce sens-là. Mais le loisir, pour les Grecs, c'est cette activité-là qu'on fait un coup que tous nos problèmes sont réglés, puis qui est la plus noble, qui est ce qui va élever notre âme. Donc, prier, c'est du loisir. Étudier, c'est du loisir. Avoir des discussions profondes avec ses amis, c'est du loisir. Jardiner. La musique, c'est du loisir. Jardiner, c'est pas du loisir. Plein de monde tricoter non plus, tout ce qui est artisanat. Pas vraiment, mais je m'explique. OK. Le travail, qu'est-ce que c'est? Spontanément, on se dit que le travail, c'est quand tu reçois un salaire. T'sais, si tu es payé pour ça, c'est un travail. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, vers 7 ans, là, à l'école, ils nous avaient dit que tu pouvais être payé pour être goûteur de crème glacée. Puis je m'étais dit, c'est bien fou comme travail. Parce que tout le monde se dit un peu intuitivement, c'est comme pas un travail. Goûter de la crème glacée. Ou, tu sais, on peut pousser l'exemple, un prêtre, est-ce qu'il dirait qu'il travaille?
C'est pas vraiment. Alors pourquoi? Parce que chez les Grecs, le travail, c'est lié à la production. C'est lié à ce qui prépare la vie. Tu sais, quand tu construis une maison, tu vis pas dans ta maison. Tu prépares ta maison pour vivre. Quand tu prépares le repas, tu manges pas, tu prépares ce qui va te permettre de vivre, de profiter des discussions, de manger, etc. Fait que pour les Grecs, le travail, c'est toujours lié à la production. C'est pour ça que je disais que jardiner ou tricoter, ça n'en est pas vraiment. Maintenant, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir... Les gens vont me dire « Ah, mais il y a une forme de contemplation dans le travail, fait que ça rend ça digne. » Oui, mais c'est ça. C'est la contemplation dans le travail qui rend ça, genre, une vie ou quelque chose de vraiment plus fort, etc. Mais c'est pas la production en tant que production. Alors, pour nos ados, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut leur apprendre le loisir, parce que les ados, c'est ça, soit ils perdent leur temps, soit ils sont tournés vers l'utile. Fait qu'il faut leur apprendre à aimer les choses nobles. Puis c'est pas facile d'apprendre à aimer lire, à aimer prier, à aimer... Le sport, c'en est-tu un, loisir? Oui, dans une certaine mesure. Contempler, etc. Comment on peut faire ça? Bah, c'est ça. Alors, la solution que moi, j'ai trouvée, c'est les camps de vacances. C'est sûrement la meilleure si ça vient de toi. C'est ça. Bon, Aristote, il parle pas de ça explicitement là, dans les camps de vacances. Il parle de tout, Aristote, là. Aristote, c'est parce que c'est sûr que c'est une vision, je veux dire, il y avait l'esclavage à son époque, etc. Fait que pour lui, l'éducation, il dit toute l'éducation doit être tournée sur comment faire pour apprendre aux jeunes le loisir. Donc, il va parler des cours de musique, des cours de gymnastique, justement, les lettres, etc. Puis il va vraiment identifier la musique comme peut-être un des aspects les plus intéressants, là, comme un loisir d'adolescent. Parce qu'un adolescent n'est pas prêt pour la philo. Mais tu sais, la musique, c'est comme un peu proportionné. Moi, j'ajouterais à ça les camps de vacances. Parce que les camps de vacances, selon moi, peuvent préparer au loisir. L'idéal, c'est un camp musical, mais là, bon, on parlera pas de ça. Peuvent préparer au loisir, puis aussi en constituent un d'une certaine manière pour les ados. Puis là, j'ai divisé ça en 3. C'est que je pense que dans un camp de vacances, tu vas acquérir les vertus morales pour vivre dans le loisir, une disposition intellectuelle, les vertus intellectuelles aussi pour le loisir, puis même, j'ajoute, là, les vertus, ça, Aristote ne parle pas de ça, mais des vertus surnaturelles, des vertus proprement chrétiennes. Hey boy, quand j'ai travaillé dans un camp de vacances, je suis pas sûr que c'est là que j'ai développé le plus de vertus. Je sais pas. Passé à côté d'une belle opportunité, mais Laurence, elle l'a saisi, l'opportunité de devenir une meilleure personne à travers ses expériences de camp de vacances. Commençons par les vertus humaines, là, les vertus morales. Cardinales, ouais. Bon, peut-être que moi, c'est ça, j'ai eu particulièrement une bonne expérience parce que j'ai commencé à travailler dans les camps de vacances après m'être convertie. C'est-à-dire qu'après m'être convertie, je me suis dit, est-ce que je retourne à la maison Kédumène, surveiller une maison vide, maintenant que je connais Jésus, puis tu sais, qui nous parle du service, puis tout. Je me sentais un petit peu coupable de penser retourner à ma maison Kédumène. Et ça donne qu'on m'a parlé d'un camp de vacances. Je me suis dit, ça a l'air chrétien, travailler dans un camp de vacances. Fait que, donc, je me suis... j'ai fait l'entrevue. Ils ont failli pas me prendre parce qu'ils m'ont trouvé bizarre. Ils m'ont prise finalement. Puis, ça a été une expérience extraordinaire. Là. C'était sur l'île d'Orléans. Puis, ça m'a permis d'acquérir certaines vertus humaines. On dit qu'il y en a 4 cardinales. La tempérance, le courage, la prudence et la justice. Comment? Alors... La tempérance, c'est une des vertus très importantes pour mener une vie de loisir. Parce que si tu es tout le temps en train de chercher ton plaisir dans les plaisirs sensibles, la bouffe, la sexualité, le vin, etc., c'est difficile de t'asseoir pour lire, contempler, etc. Les camps de vacances, ça prépare une certaine tempérance, ne serait-ce par le fait que c'est pas toi qui décides qu'est-ce que tu manges, quand tu manges, puis la quantité. Moi, je me souviens qu'ils nous donnaient la même quantité que les jeunes, des fois, là, que j'avais faim. Parce que nous, on court après ces jeunes-là. Là. Mais c'est pour ça que ça a été très bien. La sexualité, normalement, là, faut que je fasse un bémol. Ça dépend des camps, probablement. Ça dépend quand même des camps, là, puis il y avait quand même des fuites. Mais tu sais, normalement... Ça dépend si tu dors là-bas ou c'est un camp de jour. Ouais, moi, je parle vraiment des camps où tu dors là-bas, c'est encore plus bénéfique, là. Puis moi, je dormais avec 4 autres filles. En tout cas, je veux dire, normalement, il n'y a pas de plaisir solitaire, puis il n'y a pas de plaisir en groupe là, dans les camps de vacances. Normalement. Je mets un bémol. Deuxième vertu, vite. Le courage, parce que ne serait-ce que la douche est froide tous les matins, là, ça, c'est vraiment difficile. Mais je veux pas, ça t'entraîne. La piscine est froide, les jeunes sont déplaisants, il y a beaucoup de difficultés. Ça sent le pipi. Le courage, c'est de surmonter les difficultés, ce dont on a besoin si on veut mener une vie de loisir, parce que, surprise, étudier, par exemple, qui est une forme de loisir, c'est pas toujours facile. La prudence, parce qu'évidemment, il faut tout le temps discerner. Là, lui, il fait ce que je le punis, lui, ce que je le punis pas, etc. La justice, parce qu'on vit en groupe. Good. OK, je fais que... Et où est Dieu maintenant? Attends, là, on est arrivé aux vertus intellectuelles. Puis ça, c'est intéressant, ce passage-là. Okay. C'est que normalement, c'est ça, le loisir, c'est la vie la plus haute. Il faut que ça touche nos facultés les plus hautes. Puis, c'est ça. Pour un être humain, notamment, ça passe par sa raison, son intelligence. T'sais. Puis les camps de vacances, je trouve que ça prépare bien à aimer
les choses intellectuelles, les choses comme ça, parce que ça prépare l'émerveillement. Parce que dans un camp de vacances, tout se joue sur le monde imaginaire. Moi, je me souviens, c'est moi qui écrivais les pièces de théâtre en partie, qu'on mettait le matin aux jeunes. Mais il y a aussi toutes les journées thématiques, toutes les inventions, tous les jeux de nuit. Tout ça développe le goût du merveilleux chez les jeunes, mais aussi chez le moniteur. C'est un grand théâtre à ciel ouvert, là, des fois. Ça prépare une forme de contemplation, parce que c'est quelle chance de pouvoir vivre. Par exemple, moi, j'ai vécu à Saint-François, sur l'île d'Orléans, pendant 3 mois. Quelle chance de pouvoir vivre 3 mois sur l'île d'Orléans et contempler le fleuve tous les matins. Ça donne un goût pour la beauté. Fait que ça aussi, c'est simple pour les vertus intellectuelles. Maintenant, j'arrive à Jésus. Tu l'attendais. Oui, il te reste 2 minutes. Va avec un brick et un fanal, mais tu l'attendais. Il a attendu ça toute l'émission. Ah ouais, c'est ça. Jésus. Moi, je pense que ça a été très crucial dans ma conversion de travailler dans les camps de vacances. Il faut savoir que j'ai travaillé 1 an dans un camp de vacances normal sur l'île d'Orléans, 3 ans dans un camp de vacances pour jeunes avec déficience intellectuelle. Jeunes ou moins jeunes. À Cité-Joie, entre autres, là, au Lac-Beauport. Puis ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Parce que ça m'a mis en jeu par rapport à la charité. C'est sûr que là, moi, j'ai tendance à être dans ma tête puis rendre service à personne. Là. Donc là, tu sais, concrètement, je devais me lever à 7h30, m'occuper de mes jeunes, puis me coucher à 7h30. Puis j'ai appris toutes sortes de choses. Moi, je sais laver un adulte en chaise roulante. Je sais m'occuper des autistes, des personnes avec de la trisomie, etc., etc. Là. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup d'expérience de me mettre au service de quelqu'un. Et à travers ça, j'ai appris l'humilité qui est nécessaire aux chrétiens parce que je me souviens d'un soir où je pleurais là, carrément là, parce que j'étais plus capable. J'étais avec un groupe de personnes de 60 ans, déficience profonde. Là. Au repas, personne parlait, personne ne savait parler. Puis c'était tellement difficile, il faisait tellement chaud que, à un moment donné, j'ai dit « OK, non, je suis pas Jésus. » Je veux dire, c'est pas moi. Puis c'est un bon apprentissage là, pour un jeune. J'avais 19-20 ans là, à ce moment-là, mais c'est un bon step à un moment donné de dire si j'essaie de sauver le monde, je suis pas capable. Puis merci au camp de vacances de me l'avoir enseigné. La fille a travaillé 3 semaines en camp de vacances, puis maintenant elle est rendue sainte. C'est ça. C'est tout? Ben, je sais pas, tu voulais savoir mon nom de camp, je pense. Ouais, vas-y donc. Alors, moi, on pouvait choisir nous-mêmes, puis je me souviendrai toujours du soir où on annonçait aux autres moniteurs notre nom, là, c'était autour d'un feu. Puis moi, j'avais choisi Pénia, qui en grec veut dire pénurie, là, c'est dans le banquet de Platon. Puis Pénia, c'est que dans le fond, elle va voir Poros, là, qui est le dieu de l'abondance, puis elle fait un bébé avec lui, puis ça donne Eros, qui est le désir du beau, le désir de la philosophie, etc. Et j'avais choisi Pénia en disant, tu sais, c'est très humble, là, c'est la pénurie et la pauvreté, etc. Puis on m'avait juste répondu, ça ressemble à pénis. Ah, c'est intéressant. Ben, tout de suite, quand tu l'as dit, j'ai pensé que tu allais dire ça. Oui. Ouais, c'est ce que les moniteurs m'ont tous fait savoir. Fait que là, tu l'as gardé, ce nom-là, ou pas? Ben là, oui, je l'avais déjà choisi, puis je continuais d'aimer ça. Mais ça approfondit ton humilité. C'est ça. Mais à la fin de l'été, je me souviens que j'ai reçu le prix de découverte de l'année. Puis le moniteur qui me l'a donné me dit « On a tous voté pour toi parce qu'on était sûr que tu allais être poche. » Puis finalement, on était tous surpris que tu étais une bonne monitrice. Fait que... Laurence Godin-Tremblay, on va pouvoir lire ton texte sur toutes ces belles expériences-là sur leverbe.com. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et bon été à tous ceux qui vont travailler sur les camps de vacances cet été, ceux qui vont les fréquenter aussi. Et on apprend avec Laurence que c'est un bel endroit pour développer toutes sortes de vertus. Laurence, on peut te lire régulièrement, je viens de le dire, et t'es chroniqueuse et enseignante aussi en philosophie. On se dit à la saison prochaine, peut-être? À la saison prochaine. Ah oui! C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, des suggestions culturelles de nos chroniqueuses. Ariane. Oui, ben moi, présentement, je suis en train de lire la Bible en manga. C'était une suggestion que Brigitte avait fait avant Noël. Puis là, moi, je me trouvais très originale. Je l'ai donnée à mon mari pour Noël. Puis finalement, c'est moi qui le lis. Tu as réussi à faire la Lectio Divina avec ça? C'est très bon, chérie, tu devrais le lire. Ah, fait qu'il n'a pas consommé son cadeau encore. Là. Pas encore, mais il y a toute la vie devant lui pour ça. C'est beau. Donc, ça s'appelle La Bible manga. On peut trouver ça sur Internet, sûrement. Hein? Oui, j'ai pas les noms de l'auteur. Là. C'est vraiment des Japonais qui ont fait ça. Ah, c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. C'est vrai. Émilie, oui. Merci, Ariane. Émilie, oui. Oui, une suggestion que j'avais à vous faire, c'est il y a une librairie qui est située
sur la rue principale de Wendake. Puis c'est une librairie indépendante qui est vraiment fantastique, qui se spécialise en littérature autochtone. J'ai trop peur de massacrer le nom, donc vous l'aurez comme. On peut lire Anénorak, là, mais c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je ne suis pas certaine de la prononciation, mais voilà. Alors, on fait invite les gens... l'activité culturelle aussi. Oui. Fort intéressante. Comme ce soir, il y a une soirée thé et poésie. Donc, Alors, pour ceux qui sont de passage dans la région de Québec ou peut-être même cet été, pendant les vacances, ben, ça peut faire une belle halte dans le nord de la ville, là, tout près de Loretteville, c'est ça? Oui, Wendake. À Wendake. Merci, Émilie Frémont-Cloutier. Toi, non, tu lis Aristote? Non, ben, si vous voulez explorer sur le loisir, là, il y a beaucoup d'idées qui venaient de là, mais c'est un livre de... Joseph Pieper. Oui, c'est ça. Oui. Et moi, je l'ai en anglais, là. C'est en allemand, l'original. En français, ce serait le loisir... La base de la culture. La base de la culture, quelque chose comme ça. Là. C'est vraiment, vraiment un excellent livre là, pour comprendre ce qu'est le véritable loisir qui n'est pas le divertissement. Merci beaucoup. Moi aussi, un livre récemment, le dernier livre de Brigitte Bédard. Et oui. Non, mais c'est rare que... Vous savez comment j'ai de la difficulté à lire. Là, puis je suis embarqué dans son livre. Là, bang, j'ai fini. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre comme ça. Puis ça s'appelle « Je me suis laissé aimer et l'Esprit Saint m'a emporté ». Ça parle même des débuts du Verbe, comment elle a commencé à l'époque, quand c'était le nouvel informateur catholique. Puis on a les dessous de tout ça, aussi de toute la crise conjugale qu'elle a vécue. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, puis même, ça m'a vraiment touché là, profondément. Mon mari m'a offert le premier en cadeau pour ma fête. Là. C'est vrai que ça se lit bien. Moi, je trouve que c'est la Bridget Jones chrétienne. Oh, c'est cute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se laisse. Vous pouvez consulter nos balados sur leverbe.com/radio. Je remercie nos chroniqueurs et James et Marc-Antoine à la technique. Et je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont On n'est pas du monde.